Donc, je rappelle le sujet que j'ai proposé pour cette intervention, donc la volonté générale entre raison publique et opinion publique. Alors, point de départ, tout de suite, l'exposé que je vais présenter est un moment central d'une étude inédite, mais qui sera publiée l'an prochain, à Oxford, dans un volume collectif d'une importante sur la généalogie de la notion d'opinion publique. Alors, point de départ, on va essayer d'inscrire de ce point de vue-là d'une façon peut-être un peu déplacée par rapport à ce qu'il est coutume de faire, présenter au fond la pertinence et l'intérêt qu'une réflexion sur la notion de volonté générale peut avoir pour nous aujourd'hui. La modernité politique entretient avec la notion d'opinion une relation profondément ambivalente. Une ambivalence que polarise aujourd'hui l'opposition entre populisme et républicanisme. L'opinion, dans un cas, celui du populisme, serait l'expression de passions sociales toujours ouvertes à la manipulation. Elle résulterait, dans l'autre, d'une délibération politique raisonnée. Cette présentation est évidemment porteuse de présuppositions et surtout d'apories, qui sont au cœur des problématiques contemporaines. Le clivage entre passion sociale d'un côté et rationalité publique de l'autre est aussi lourd anthropologiquement que politiquement. Mais précisément, ce dilemme est-il bien constitué ? C'est une question qui me paraît légitime de se poser. On pourrait en particulier attendre une démarche de reprise, de retour sur l'histoire de la modernité politique, d'éclairer la formation de cette opposition et ainsi d'interroger cette validité. Oui. Oui. Et ainsi donc d'interroger l'origine et la validité de cette opposition. Mais est-ce qu'il est bien nécessaire d'ouvrir cette question ? C'est ce dont on pourrait douter, puisque, au fond, une généalogie de la notion d'opinion publique a été produite de façon, je dirais, en un sens remarquable, et depuis longtemps, par Habermas, dans son premier grand ouvrage, en 1962, traduit en français sous le titre « L'espace public ». La thèse du livre d'Habermas consistait à discerner, dans l'histoire de l'opinion publique dans la proche modernité, un double processus historique de mise à l'écart de l'espace public des masses plébéiennes et de dissolution de la fonction critique de la publicité qui aurait été la sienne originairement. Et on a parfois discuté cette évolution. Habermas lui-même est ensuite revenu, il y a un problème avec est ensuite revenu sur cette question en envisageant un autre devenir pour la publicité dans sa théorie de l'agir communicationnel, mais ni lui, ni à peu près personne n'a remis en question la généalogie de la notion d'opinion publique qu'il avait, il y a un problème avec le micro, je sais pas, qu'il avait initialement, voilà, je pense que c'est un problème du capteur. Il faut bien pousser le bouton aussi. Oui. Non, mais c'est... Non, il capte de façon intermittente. Bon, écoutez, j'essaie de continuer. Voilà, suivant. Voilà, là, on dirait que ça passe un peu mieux. Bon. Excusez-moi. Et cette généalogie qu'il a proposée a acquis, pour ainsi dire, l'autorité de la chose jugée. Aussi bien chez les philosophes que chez les historiens. Je pourrais multiplier les exemples, mais je ne reviendrai pas. En effet, et quelle est donc cette généalogie ? Adoptant pour critère la conception kantienne de la publicité, Habermas reconnaît dans l'histoire de la modernité deux modèles, d'après lui, hétérogènes. Pour le premier, l'opinion et le jugement d'estime qui crée la renommée, la bonne ou la mauvaise opinion. Elle relève de croyances qui ont un effet de contrôle social sur le mode de la conformité. Ce serait le consensus des croyances privées, pensé par Locke sous la Law of Opinion. Encore baptisé Law of Climate Censure, de la loi de la
censure privée par Locke aussi. Ou bien sur le mode de la conformation par un sens social, qui serait appelé chez Rousseau, c'est ce que dit Habermas, volonté générale. Il y aurait ce modèle duquel relèverait donc la volonté générale chez Rousseau, qui serait, je dirais, une opinion, entre guillemets, à l'ancienne. Le second modèle, en rupture avec celui-ci, serait celui d'un public faisant usage critique de sa raison dans le processus de discussion collective. Et ce deuxième modèle aurait été politiquement pensé par le premier Burke et conceptuellement par Kant, notamment dans sa réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et donc, seraient ensemble, au fond, Burke et Kant auraient jeté les prémices de ce nouveau concept de l'opinion publique. Donc, il y aurait d'un côté une opposition entre affect et rationalité, croyance et critique, immédiateté et médiation, persuasion et conviction, adhésion et discussion. Toute une série de dichotomies qui sépareraient l'opinion publique d'un côté de l'opinion commune de l'autre. Et la généalogie tracée par Habermas correspond à ces oppositions conceptuelles, enracinées dans la querelle des anciens et des modernes, etc. Je ne développe pas cette généalogie de l'opinion publique, entre guillemets, critique. Or, ce qui paraît très, très remarquable, c'est qu'au regard de cette donc, opposition entre une conception ancienne de l'opinion commune et une conception nouvelle de l'opinion publique éclairée, sur le modèle des Lumières, eh bien, la place de Rousseau paraît très difficilement assignable. Et il est si manifeste qu'elle est difficilement assignable qu'au fond, on le range soit résolument d'un côté, soit résolument de l'autre. Résolument d'un côté, Habermas lui-même, beaucoup d'historiens, Mona Ozouf en particulier, disent au fond, Rousseau, l'opinion publique de Rousseau, sa volonté générale d'ailleurs, qui sont à ce moment-là identifiées, c'est une opinion d'acclamation, c'est une opinion qui relève en fait de cette vieille tradition de l'opinion qui contrôle et forme les mœurs. Et à l'inverse, chez par exemple Sternel et toute la tradition républicaine française, il y a l'idée que Rousseau serait du côté du rationalisme et serait donc la volonté générale, serait une volonté qui, précisément, on reprend une expression qui est de Rousseau sans lettres, puisqu'il la cite lui-même, dans le silence des passions. Donc on écarte des passions et on écarterait l'intérêt particulier et on se tournerait rationnellement vers l'intérêt général. En France, la lecture la plus récente de ce type-là est sans doute celle de Simone Goyard-Fabre, dont les ouvrages sont assez répandus sur ce genre de choses. Donc, c'est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit donc que si on retient cette généalogie, cette rupture, ces deux contre-modèles, Rousseau est inclassable, ou bien il donne lieu à des jugements totalement contradictoires. Alors, globalement, l'hypothèse que je vais essayer de développer, c'est qu'il faut peut-être rendre les choses à l'envers, c'est-à-dire que c'est peut-être lire Rousseau peut nous conduire à constater, je dirais, dans un premier temps, qu'il nous force à remettre en question cette opposition, et l'anthropologie, entre guillemets, politique qui la sous-tend, c'est-à-dire celle de la disjonction des passions sociales et la rationalité publique, et que, dans un deuxième temps, il est relativement vraisemblable que ceci n'est pas un simple effet de la pensée de Rousseau, mais bien son intention. C'est-à-dire qu'au fond, il y a chez lui une volonté délibérée de remettre en question la disjonction, entre guillemets, des passions et de l'entendement, qui lui paraît précisément l'impasse théorique faite par le courant central des Lumières, une impasse d'un autre côté d'ailleurs, dont on pourrait, en projetant bien sûr, dire qu'elle se prolonge chez Kant. De ce point de vue-là, on se tromperait lourdement, je dirais, en faisant, comme on le fait souvent, de Rousseau, je dirais, un proche de Kant, voire son Saint Jean-Baptiste, l'annonciateur kantien, beaucoup de plumes, dans la mesure où, et là encore, il faudrait s'interroger de savoir si Kant lui-même ne s'en est pas parfaitement rendu compte, si sur ces questions centrales,
ce ne sont pas deux voies, Rousseau et Kant, qui sont plus alternatives, je dirais, que complémentaires. Alors, j'indique tout de suite pour, si je voulais développer ces choses, j'aurais, sur un certain aspect, je ne le ferai pas ici, je marque juste la place, essayer de mettre en évidence que ce refus, entre guillemets, cette récusation de la disjonction des mœurs et des passions, excusez-moi, et de la raison, dans la pensée politique, au XVIIIe siècle en tout cas, est présente chez quelques-uns, je dirais même les plus grands penseurs de la politique du XVIIIe siècle, et notamment d'abord chez Montesquieu. Je veux dire par là que, au fond, qu'est-ce qui me semble de ce point de vue être partagé par une lignée de penseurs dans laquelle je n'hésiterai pas à placer Montesquieu, Rousseau, et en aval au XIXe siècle, notamment Tocqueville. C'est au fond le constat, paraît très clair, que sous le double effet de l'émergence de la forme État et de l'idée de la rationalité politique qui y est associée, d'une part, et de l'émergence, d'autre part, du principe d'individualité, on assiste à une dissolution de ce sur quoi les sociétés avaient fort longtemps, et je dirais peut-être depuis toujours, été structurées, à savoir la catégorie des mœurs. Qu'y a-t-il fondamentalement dans les sociétés traditionnelles, dans l'idée de mœurs? C'est l'idée de l'articulation entre, je dirais, le moral et le social. C'est l'idée que, précisément, il y a, je dirais, ce qui est de l'ordre des valeurs est immanent à la société collectif, et que les individus s'y trouvent, entre guillemets, toujours déjà immergés. Ce que la modernité, je dirais, entraîne, je dirais, nécessairement, c'est la dissolution des mœurs, qui se polarisent d'un côté dans l'ordre de la loi, qui se rattache non plus au social mais au politique, et de l'autre côté dans l'ordre de la morale, la loi morale à nouveau, là, Kant sera achèvement de ce processus, qui s'enracine non plus dans la société mais dans l'individu. Et cette disjonction laisse, je dirais, un trou béant. Elle permet de penser une légitimité de l'obligation, elle permet de penser politique, par la loi, elle permet de penser un devoir moral d'une obligation que nous avons envers nous-mêmes selon le principe d'autonomie. Elle délie, en guillemets, des liens effectifs et de la formation des affects qui y sont liés. Et c'est le plus important. Il me semble que l'on voit cette analyse très clairement faite, je dirais, et comme une nécessité sur laquelle on ne peut pas revenir, par Montesquieu dans l'Esprit des lois, et notamment dans le livre 19. Si nous avions une heure de plus, je ferais cette étude, je l'ai réalisée, mais je ferai l'impasse dessus aujourd'hui. Il me paraît, je dirais très clair, ça je vais y revenir, que, au fond, Rousseau inscrit sa réflexion, non pas, il réfléchit sur Montesquieu sans arrêt, mais je dirais, dans l'horizon de cette problématique. Et fondamentalement, et d'une autre manière, que Tocqueville, c'est très clair, la reprend aussi. Et l'idée que j'avance globalement, par rapport à Habermas, si vous voulez, c'est que la problématique, la notion d'opinion publique et la problématique de l'opinion publique se constituent au moins autant, je ne conteste pas la réalité de la généalogie qu'il constitue, sur les temps passants, en s'appuyant notamment sur les travaux de Kant et de Koselleck qui l'ont précédé. Mais question de, c'est une façon, je dirais, classique de voir les choses. Cette généalogie-là passe à côté d'une autre généalogie de l'opinion publique, peut-être, je dirais, à la limite plus aussi décisive pour nous aujourd'hui, et qui est précisément celle du relais pris à la question des mœurs.
l'hypothèse que j'avance est très simple. Le concept d'opinion publique est ce qui, je dirais, prend la place de la catégorie des mœurs dans une société moderne, c'est-à-dire une société fondée sur le double, je dirais, principe du légicentrisme, que c'est par la loi que la société s'organise, et non pas, entre guillemets, par la coutume, et de l'autonomie morale, c'est-à-dire que tout individu n'est tenu moralement que par sa propre conscience, par son propre devoir. Et ces deux piliers laissent un trou, entre guillemets, un trou massif, qui est l'amputation de la catégorie des mœurs, qui ne peut pas survivre, et toutes les tentatives pour le faire renaître sont à proprement parler réactionnaires et utopiques, mais par contre, dont on peut penser qu'il y a, entre guillemets, des modalités sous lesquelles, je dirais, remplir, entre guillemets, ces vides, et qu'en tout cas, il me semble que c'est à quoi répond la notion d'opinion publique chez Rousseau, qui du coup permet, je dirais, de beaucoup mieux comprendre la problématique de la volonté générale. Voilà ce que je vais essayer de faire maintenant. Donc, je partirai d'un constat simple, le fait est reconnu. Je précise, parce que j'ai vu qu'on a commencé nettement en retard, Laurent, mais jusqu'à quelle heure j'interromps, je finis mon exposé, pour que je contrôle bien les choses. On va dire 10h30, 10h35. Voilà, d'accord. Ok, non, mais c'est bon. Donc, je partirai d'une première observation, simplement un fait très reconnu. C'est sous la plume de Rousseau que l'expression même d'opinion publique semble apparaître la première fois. Et elle apparaît communément, et on cite communément le chapitre 7 du livre 4 du contrat social, sur lequel, sur lequel je vais longuement revenir. Mais en réalité, il l'a déjà employé dans sa réponse dans la lettre à D'Alembert, et encore avant, dès le premier discours. Alors, donc, je reprends l'expression d'opinion publique, et on est toujours étonné de voir à quel point Rousseau a formé, je dirais, nombre de ce qui était des néologismes, de nouvelles expressions, de nouveaux termes, qui sont devenus de notre langue commune. Donc, en particulier, le terme d'opinion publique apparaît, semble-t-il, pour la première fois chez lui. Mais, précisément, pour essayer de définir son sens précis chez lui, je partirai d'un passage du contrat social qui fournira le point de départ de mon enquête, à savoir le dernier chapitre du livre 2 du contrat social. Ce livre, donc le livre 2 du contrat social, porte sur la législation, précisément donc le fait de faire des lois, en tant qu'exercice de la souveraineté. Rousseau y définit la loi comme une déclaration de la volonté générale et examine les difficultés soulevées par l'établissement d'une première législation. Puis, c'est la question du législateur en idée. Puis les conditions auxquelles un peuple peut recevoir une législation. Plusieurs chapitres y sont consacrés. Son chapitre conclusif distingue différentes sortes de lois. Les lois fondamentales qui organisent l'exercice de la souveraineté et régissent le gouvernement. Ce sont les lois politiques dont on donne une version très réductrice si on dit que c'est le droit constitutionnel, parce que c'est beaucoup plus, principiel et fondamental que ce soit. En second lieu, les lois qui règlent les rapports des membres du corps social entre eux, ce sont les lois civiles. Celles qui régissent les rapports, le mariage, la propriété, les échanges, etc. Les lois qui répriment, troisièmement, les sanctionnent les infractions aux deux premières, soit donc aux institutions, soit au droit privé, et ce sont les lois criminelles, dont, au demeurant d'ailleurs, il est important de savoir que Rousseau dit qu'il ne parle pas, et ne parle pas du tout dans le contrat social. C'est une possibilité, d'ailleurs, ce serait une question intéressante, Rousseau se déclare à plusieurs reprises, je dirais, incapable de penser le châtiment. Il a beaucoup plus de facilité à comprendre la guerre qu'à comprendre l'idée de châtiment. Ça, c'est une des raisons, peut-être intéressante, je pense, pour Guilhem Interlot, parce que je pense qu'il y a une racine, je dirais, de type théologique à ça. Il est plus facile dans son horizon théologique
je dirais, de penser une certaine forme de nécessité de cette souffrance de mal infligée qu'est la guerre, que de penser le fait pour les hommes d'infliger une souffrance à d'autres. C'est la forme de la punition. Mais ça, bon, alors, en tout cas, après avoir décrit ces 3 sortes de lois, le chapitre s'achève par l'évocation d'une dernière catégorie de lois, et je cite rapidement. À ces 3 sortes de lois, il s'en joint une 4e, la plus importante de toutes, qui ne se grave ni sur le marbre, ni sur les reins, mais dans le cœur des citoyens, qui fait la véritable constitution de l'État, qui prend tous les jours de nouvelles forces, qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s'éteignent, les ranime ou les supplée, conserve un peuple dans l'esprit de son institution et substitue insensiblement la force de l'habitude à celle de l'autorité. Je parle des mœurs, des coutumes et surtout de l'opinion, partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de tous les autres, partie dont le grand législateur s'occupe en secret, tandis qu'il paraît se borner à des règlements particuliers qui ne sont que le cintre de la voûte, dont les mœurs, plus lentes à naître, feront enfin l'admirable clé. Ce texte parle simplement de l'opinion, mais on en reviendra évidemment au sens de l'opinion publique et l'analyse le confirmera ensuite. Je bornerai pour l'instant à attirer l'attention sur la séquence au sein de laquelle Rousseau introduit l'opinion, les mœurs, les coutumes, et surtout l'opinion. Quelle distinction Rousseau fait donc entre les mœurs et les coutumes? Et sont cela 3 sous-ensembles de cette partie essentielle de la politique dont s'occupe en secret, comme il dit, le législateur. Ou bien les coutumes et l'opinion doivent-elles être comprises comme des parties constitutives des mœurs? Alors, j'ajouterai simplement que sur ce point, en anticipant sur les réponses que nous verrons, que au fond, le et surtout l'opinion me paraît déterminer, je dirais, l'ordre de lecture exacte des choses. L'histoire du manuscrit, d'ailleurs, le montre, puisque cette expression, et surtout l'opinion, a été retravaillée par Rousseau ensuite. C'est-à-dire que, précisément, au fond, les mœurs et surtout l'opinion, je crois fondamentalement qu'il faut l'entendre dans le sens, de ce que je disais tout à l'heure, dans le sens de ce que, par-dessus les mœurs, je dirais succédant aux mœurs, ce qui devient la clé, c'est l'opinion, ou plus exactement encore, définir l'opinion comme, au fond, le centre et le foyer de ce que sont les mœurs. Donc, je vais essayer d'interroger cette hypothèse. Excusez-moi. Donc, je retiens en tout cas cette hypothèse que je disais, que pour comprendre comment Rousseau a formé son concept d'opinion publique, il faut interroger la manière dont il pense la problématique des mœurs. Je formerai donc dès maintenant une hypothèse à la fois plus générale et plus précise, que j'ai esquissée tout à l'heure. C'est d'une mutation intervenue dans sa réflexion sur les mœurs qu'est née la nécessité de former le concept d'opinion publique. Ce qui renvoie à l'autre généalogie de l'opinion publique que j'évoquais tout à l'heure. Cette hypothèse, je le dis tout de suite, en implique une autre, dans la mesure où l'importance de la problématique des lois et des mœurs dans la formation de la pensée politique moderne est aujourd'hui bien reconnue. Et je renvoie en particulier à un numéro des cahiers philosophiques de Strasbourg qui portait précisément sur les lois et les mœurs et auquel Gabriel Radica, qui parlera cet après-midi, avait contribué par un article sur Rousseau. Alors, l'hypothèse que je viens de formuler se voudrait une invite à poursuivre cette enquête en identifiant au cours du XVIIIe siècle le passage d'une relation binaire, la loi, les mœurs, à une triangulation, les lois, les mœurs, l'opinion. Pour esquisser cette perspective, je renverrai là une contribution de Frédéric Brahami qui, dans ce numéro de cahier philosophique de Strasbourg qu'il dirigeait, Frédéric Brahami voulait mettre en évidence l'apport spécifique du scepticisme moderne, particulièrement celui de Hume, à la problématique des lois et des mœurs. Et il met en lumière le caractère aporétique de ce couple. D'un côté, celui de la loi, l'approche législatrice, comme on dit, au nom d'une, et là je cite Brahami, exigence de conformer les mœurs à la raison, prétend former les mœurs par la loi. Et d'un autre côté, l'approche coutumière, comme
à nouveau je cite, exigence de conformer les mœurs à la nature, prétend faire des lois de simples expressions des mœurs. Donc est-ce que les mœurs dépendent des lois? Dans un cas, on aurait donc la régulation est imposée à la société. Dans l'autre, on postule une régulation sociale spontanée. Le scepticisme moderne, Hume en particulier, nous dit Brahami, surmonte l'aporie entre normes immanentes et règles instituées, en fixant pour tâche à l'État de, je cite à nouveau, contraindre par la force les hommes à obéir aux lois naturelles de la justice. Contraindre par la force les hommes à obéir aux lois naturelles de la justice, vous remarquerez, c'est assez intéressant, que, au fond, cette formule de Hume correspond assez bien à ce que pratique le libéralisme, je dirais, quand il devient, ce qui est moins contradictoire qu'on le croit souvent, dirigiste ou interventionniste, par exemple, en matière extérieure. Pensons aux événements récents, on peut assez parfaitement penser une politique internationale fondée sur ce principe, contrainte par la force des hommes à obéir aux lois naturelles de la justice. Mais je voudrais montrer, c'est l'objet ici, que la formation de la notion d'opinion publique, donc chez Rousseau, du XVIIIe siècle, vise à précisément résoudre d'une autre façon l'aporie des mœurs et de la loi. Donc, je dirais, et d'une autre façon qu'il s'agit maintenant d'identifier. Alors, je vais le faire en étudiant, j'avais oublié de donner ça, si vous pouvez me faire passer, excusez-moi, c'est possible. En étudiant plus particulièrement un chapitre du contrat social qui s'intitule, un terme barbare, de la censure. C'est l'avant-dernier, en fait, avant-dernier, chapitre 7 du livre 4 du contrat social. Alors, je dis tout de suite, c'est un des plus difficiles, à mon sens, chapitre du contrat social, qui demande un certain nombre de précautions. Alors, pour les placer, finalement, j'ai l'impression qu'on parlera directement ou indirectement beaucoup de ce livre 4 du contrat social. Aujourd'hui, puisque j'ai compris que Guédin, en grande partie, parlait de la religion civile tout à l'heure, même si ce n'est pas seulement la religion civile, qui figure justement immédiatement après ce chapitre sur la censure. Alors, je situerai le cadre de façon, je dirais, relativement simple, en rappelant la structure du contrat social, ça paraît élémentaire, en m'appuyant sur la table des matières qu'en donne Rousseau lui-même, et je tire votre attention dessus, une table des matières qui curieusement a été supprimée depuis le XIXe siècle de la quasi-totalité des éditions du contrat social, ce qui est un peu regrettable, donc bon, je l'ai réintroduite dans mon édition de Garnier-Flammarion. Alors je rappelle ces titres. Livre 1, où l'on recherche comment l'homme passe de l'état de nature à l'état civil et quelles sont les conditions essentielles du pacte. Donc, ce terme ici, le passage à l'état civil et les conditions essentielles du pacte, voilà, nous dit Rousseau, l'objet du livre 1. Livre 2, où l'on traite de la législation. C'est clair, la législation ici, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire légiférer? Livre 3, où il est traité des lois politiques, c'est-à-dire de la forme du gouvernement. Et là, c'est très clair, puisque dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, je trouvais à la fin du livre 2, celui sur la législation, et disait en quoi elle consistait, elle portait, dit Rousseau, sur 4 objets. Un premier, c'est les lois politiques, l'organisation de la société. Le second, c'était les lois civiles, les rapports des individus entre eux. Le troisième, les lois pénales, criminelles, comme on voudra, c'est-à-dire celles qui sanctionnent les nations. Et puis la quatrième, l'opinion. Donc, or, Rousseau nous dit qu'il ne s'occupera que des lois politiques. Et effectivement, d'ailleurs, le livre 3, où l'on traite des lois politiques, c'est-à-dire de la forme du gouvernement. Alors, en quoi consiste le livre 4? Eh bien, encore une fois, le titre donné par Rousseau dans sa table des matières est très clair, où, continuant de traiter des lois politiques, même objet, pourquoi un autre livre, on expose les moyens d'affermir la constitution de l'État. C'est-à-dire qu'on change, on considère toujours, c'est l'unique objet du contrat social et des lois politiques, la constitution de l'État, mais on change d'angle et on se demande comment l'affermir. Et affermir, ça veut dire quelque chose de très précis, c'est qu'on n'affermit que ce qui existe déjà.
On affermit que ce qui est fondé. On peut chercher toutes les métaphores qu'on voudra. On est dans un temps de reprise, dans un temps second, confortation, etc. Mais c'est bien après. Or, c'est bien évidemment, je dirais, la clé de l'unité de ce livre 4, rarement perçue. Il s'agit, depuis l'étude dans le premier chapitre, de la manière de tenir une assemblée du peuple, de les lire ensuite, des élections, etc., de voter et d'équilibrer les rapports des organes de la Constitution entre eux, etc. On va déboucher à la fin du chapitre sur la façon d'affermir la Constitution de l'État dans les individus. Et c'est là que les deux chapitres décisifs sont, pour l'instant, en termes de façon volontairement distincts, parce qu'il s'agit des sujets dans la terminologie rousseauiste et des citoyens, à la fois, je dirais, des hommes d'ailleurs, naturellement encore. Et c'est l'unité d'objet du chapitre sur la censure et du chapitre sur la religion civile, qui après ça se différencient, je dirais même entre eux, je n'en viens pas. Donc, de quoi va-t-il être question dans ce chapitre qui s'intitule de la censure et de fait parle de l'opinion publique. Alors le terme censure, ici ne renvoie ni à la censure ecclésiastique, l'encyclopédie rappelle que ces trois niveaux sont l'excommunication, la suspense et l'interdit, et ni à la charge des censeurs royaux qui accordaient ou non le privilège d'imprimer dans le système du XVIIIe siècle. Mais ça renvoie à l'institution des censeurs dans l'Antiquité, où la censure est une magistrature qui a pour objet de veiller à la conservation des mœurs, très précisément, veiller à la conservation des mœurs. Rousseau, de ce point de vue, s'inscrit dans la suite directe de Montesquieu, qui traite de la censure dans ses considérations sur les causes de grandeur des Romains et leur décadence, au chapitre 8, et dans l'esprit des lois, au livre 5, chapitre 7, au livre 8, chapitre 14, et au livre 23, chapitre 21. Aussi, on est en droit de se demander pourquoi consacrer un chapitre à la censure, ainsi entendu, puisque, suivant encore Montesquieu, Rousseau constate que cette institution a disparu. C'est un ressort entièrement perdu chez les modernes ou les siècles. S'agirait-il, comme pour les assemblées du peuple, de montrer par ce qui s'est fait ce qui peut se faire? Parce qu'il disait qu'il n'y a plus l'assemblée du peuple. Est-ce que c'est impossible? Non. On peut très bien montrer que les assemblées du peuple, ce qui a été possible, peut l'être encore. Si c'était le cas, ce chapitre, donc sur la censure, ferait l'historique de l'institution censoriale. Comme d'ailleurs le chapitre 5 du même livre fait celui des comices romains. Pourquoi au chapitre 5, Rousseau fait-il l'historique des comices romains? Parce qu'il s'agit de montrer la possibilité, par ce qui a été, la possibilité de telles choses. S'agissant de la censure, il ne fait pas. Et on ne voit pas non plus que Rousseau envisage de donner une forme moderne au tribunal des censeurs. Il rappelle leur intérêt et leur pertinence. Ce chapitre, de fait, a un autre objet, me semble-t-il. Montrer que le principe sous-jacent à l'idée de censure est l'opinion publique, et déterminer sa place dans les principes du droit politique. Dès les premières lignes, il se situe sur un terrain qu'on peut dire proprement conceptuel. Alors, je prends le texte là ici. De même que la déclaration de la volonté générale se fait par la loi, la déclaration du jugement public se fait par la censure. L'opinion publique est l'espèce de loi dont le censeur est le maître, ministre, et qui ne fait qu'appliquer au cas particulier, à l'exemple du prince. Loin donc que le tribunal censorial soit l'arbitre de l'opinion du peuple, il n'en est que le déclarateur. Et sitôt qu'il s'en écarte, ses décisions sont vaines et sans effet. La rédaction de ce passage met à rude épreuve, je vais là procéder quasiment, en faisant sur le texte, à une explication, à un commentaire suivi ce texte. La rédaction de ce passage met à rude épreuve la sagacité du lecteur. La simplicité du parallèle initial est systématiquement, entre opinion publique et volonté générale, est systématiquement démentie par la série de décalages qui suivent. Ce que la loi est à la volonté générale, Rousseau, la censure le serait au jugement public. Donc, l'opinion publique.
à savoir une déclaration. Je laisse en suspens la question de savoir quel est ce jugement public, et je regarde que cette analogie implique. Allons comme il convient du rapport connu à celui qu'il s'agit de connaître. Bon. Je rappelle brièvement, chez Platon, si vous voulez, le pêcheur à la ligne aux sophistes, je rappelle brièvement ce qu'est la loi pour Rousseau. C'est un acte de souveraineté par lequel, je cite, tout le peuple statue sur tout le peuple. Alors, la matière est générale comme la volonté qui statue, au chapitre donc, 6 du livre 2 du contrat social. Cet acte est une déclaration en un double sens. Par la loi, la volonté générale se déclare, elle se prononce, et proclame à ceux sur qui elle a autorité, les volontés particulières, que sa décision les oblige. La déclaration de la loi est donc un acte de souveraineté qui, en tant que tel, se distingue par sa généralité des actes de magistrature ou d'administration, lesquels appliquent la loi au cas particulier. C'est la distinction entre souveraineté et gouvernement chez Rousseau. Or, dans le même moment où il établit cette analogie, la déclaration du jugement public se fait par la censure. Rousseau le dénonce en caractérisant la déclaration censoriale par deux traits qui l'opposent à la loi. Un acte de censure n'est pas un acte de souveraineté, puisque cette tâche est commise à des magistrats, et non au peuple. Et ce n'est pas au magistrat. Et son objet n'est pas général, puisque le censeur juge des cas particuliers. Est ainsi opposé ce qui a d'abord été comparé. La déclaration de la souveraineté fait la loi, celle du censeur applique la loi de l'opinion publique. Ces deux concepts de la déclaration s'opposent, terme à terme, par leur caractère spécifique. Pourquoi, malgré tout, Rousseau maintient-il cette homonymie? Pourquoi il dit, elle emploie déclarer, pour le peuple qui déclare la volonté générale par la loi, et le tribunal de censure qui déclare l'opinion publique par ses jugements. Pour y fondre, il faut d'abord examiner la relation des notions de jugement public et d'opinion publique. Pour un lecteur superficiel, il s'agit de deux déterminations successives pour un même concept. Tel n'est pas le cas. Un jugement, et Rousseau est toujours précis dans l'emploi de ce terme, est une opération de subjonction, excusez-moi le terme technique, du particulier sous le général. On dit d'une chose ce qu'elle est. Du point de vue cognitif, donc sous un concept, et du point de vue du droit, sous une loi. Juger, c'est dire que tel fait relève de telle loi, si telle loi s'applique. Donc, comme les actes de gouvernement, les actes de censure ne peuvent qu'appliquer une loi, en l'occurrence une espèce de loi, l'opinion publique. Si l'opinion publique est une espèce de loi, c'est qu'elle est une espèce de souveraineté, et vérifie, entre guillemets, une espèce de généralité. Le premier point est constitué par le fait que le censeur n'est pas l'arbitre de l'opinion publique, et requalifié d'opinion du peuple. Sa déclaration n'édicte pas cette loi, elle l'applique. C'est fondamentalement différent. Autrement, ces décisions, dit Rousseau, se révèlent et sans effet. Comme celle d'un gouvernement qui usurperait la souveraineté, ou d'un juge qui se mettrait au-dessus de la loi. Le second point est aussi clairement établi. Seuls les censeurs peuvent se prononcer sur un acte, un individu. L'opinion du peuple porte ce qui, en général, est honorable. C'est-à-dire très précisément, le peuple n'a pas jamais à juger d'un individu, d'un acte déterminé, mais simplement, par l'opinion publique, ce qui est valorisé ou dévalorisé. Et ces précisions permettent de mieux comprendre le décalage entre les deux rapports initiaux. La déclaration du souverain fait la loi, la déclaration des censeurs tient au jugement, émet un jugement au nom de l'opinion publique. Si la volonté générale ne peut être représentée, l'opinion publique doit l'être. Pourquoi il y a des magistrats? Ce premier décalage en révèle un second. La généralité de la volonté générale se déclare comme loi. La généralité de l'opinion publique reste implicite. Elle ne peut se déclarer que dans son application à un jugement particulier. Volonté générale et opinion publique sont donc des sœurs jumelles, mais la première a une voix, la loi, tandis que la seconde est tacite et ne peut s'exprimer que par le truchement d'un interprète, le censeur. Comme le législateur, le censeur est un interprète. Le législateur traite la volonté générale comme si elle ne se différenciait pas de l'opinion publique. La généralité de l'opinion publique est virtuelle,
et ne s'actualise que comme particularité. Sa souveraineté est tronquée et doit, pour s'exercer, se commettre. Pour cette double raison, l'opinion publique est une espèce de loi et non pas une loi au sens même. Si, comme on vient de le voir, le parallèle initialement établi entre loi et censure a pour objet de mettre en évidence la proximité et la distance entre volonté générale et opinion publique, une autre relation contribue à définir le statut de l'opinion publique. Le parallèle entre le tribunal de la censure et le tribunal pénal. Sur ce point, Rousseau s'écarte de Montesquieu de façon significative. Celui-ci suggère bien cette distinction en disant que les censeurs rétablissent dans les républiques tout ce qui a été corrompu, notent la tiédeur, jugent les négligences et corrigent les fautes, comme les lois punissent les crimes. Mais, en insistant sur l'exemple romain, Montesquieu ne remarque pas moins que les censeurs agissaient, je cite, et par la honte et par les peines, et précise, concernant l'institution du mariage, que s'il y avait des récompenses, il y avait aussi des peines. Il s'agissait ici du mariage et de l'adultère, etc. Rousseau, en revanche, valorise la référence à Sparte. Je cite, ce ressort était mis en œuvre chez les Romains et mieux chez les Lacédémoniens. Et pourquoi il se tourne vers les Grecs? Précisément parce qu'à Sparte était respectée cette distinction et le principe qui en découle, je cite, l'opinion publique n'étant point soumise à la contrainte, il n'en faut aucun vestige de contrainte dans le tribunal établi pour la représenter. Et la lettre d'Alembert, la note en bas de page du chapitre le rappelle, précisait dans des termes voisins le principe de, un exemple sur les duels, du tribunal des maréchaux de France, qui statuait donc en matière de duel. Premièrement, et je cite ici, premièrement, que la force n'ayant aucun pouvoir sur les esprits, il fallait écarter avec le plus grand soin tout vestige de violence du tribunal établi pour opérer ce changement. Donc changement dans les règles duel. Ce mot même de tribunal était mal imaginé. J'aimerais mieux celui de cour d'honneur. Ses seules armes devaient être l'honneur et l'infamie, jamais de récompense utile, jamais de punition corporelle, point de prison, point d'arrêt, point de gardes armés. Ce qui se dit ici, c'est que si le terme tribunal ne convient pas, c'est que la magistrature dont il est question, et plus généralement celle des censeurs, diffère radicalement de la magistrature judiciaire. Un tribunal pénal juge les infractions à la loi, comme le prince décide de son exécution. Dans les deux cas, le souverain a déclaré la loi, le magistrat l'applique. Or, cette espèce de loi, qui est l'opinion publique, et qui n'est pas vraiment souveraineté, et n'a pas été déclarée. Les censeurs n'exercent pas la souveraineté, ils ne peuvent faire la loi et décider de l'opinion publique. Ils ne peuvent pas non plus être en charge de l'exécution de la loi de l'opinion publique, celle-ci n'ayant pas été déclarée. L'acte de censure s'épuise donc dans sa déclaration par un jugement de valeur, la loi ou la flétrissure, de la conformité d'un acte avec l'opinion publique. Cette double définition par défaut de la censure, comme l'action du législateur, elle n'est ni acte de souveraineté ni acte de magistrature au sens strict, circonscrit à côté du droit sur lequel est statue la loi et de la force que les magistrats emploient pour la faire respecter, un nouveau troisième registre, la valeur. Et c'est le registre de l'opinion publique. Pour comprendre ce dont il est question, donc, dans la sphère de l'opinion publique, il faut identifier plus précisément sa dimension axiologique, donc la théorie de la valeur, et pour cela, ne pas confondre le jugement moral avec le jugement de l'opinion publique. La lettre d'Alembert, on l'a vu, avait fixé négativement cette distinction. Je rappelle, si nos habitudes naissent de nos propres sentiments dans la retraite, elles naissent de l'opinion d'autrui dans la société. Et implicitement, si l'homme se considère lui-même pris à part, c'est un point de vue moral qui va être le sien, ses propres sentiments moraux. Si il se considère, on le reconsidère dans la réalité des rapports sociaux engagés, c'est dans la société que ça se trouve, et ici on est bien sûr du côté des mœurs. Morale, mœurs, polarité. Le chapitre de la censure constitue positivement cette distinction, et c'est là un de ses objets essentiels en examinant la relation de l'opinion publique et des mœurs. La loi détermine-t-elle les mœurs, ou les mœurs déterminent-elles la loi? Et à échapper à cette alternative ruineuse, constituée
aveu par Barbara Mitlou, que le travail de Rousseau est en grande partie consacré. Imaginer que la loi puisse régler les mœurs, c'est supposer que l'on puisse commander des conduites que seule l'opinion peut induire. Certes, c'est par l'amour de la loi que le citoyen doit obéir, mais la loi se définit précisément par le fait qu'elle ne peut légitimement se faire obéir, s'il le faut, en contraignant le sujet. Vouloir déterminer les mœurs par la loi, c'est trop prêter à la loi et pas assez. Trop, comme dit Rousseau, les choses de mœurs et de justice universelle ne se règlent pas comme celles de justice particulière et de droit par des lois et des édits. Pas assez d'un autre côté, parce qu'en matière précisément de justice particulière et de droit, la loi ne se bande pas recommandée, elle commande, et si besoin est, elle contraint. Mais vouloir faire des lois la simple codification des mœurs est une erreur aussi grande. C'est ne pas voir que la loi n'est pas l'expression de l'opinion publique, laquelle, nous l'avons vu, est rigoureusement sans voix, mais une déclaration de la volonté générale, qui suppose une double dimension cognitive, la connaissance par le corps politique de l'intérêt commun, et politique. Elle est une déclaration du corps politique, résultant de la délibération publique. Ces erreurs symétriques dans la façon de d'envisager le rapport à la loi et les mœurs, tiennent à l'ignorance du rôle de l'opinion publique et de la relation qu'elle entretient avec les mœurs. Pour se défaire de ces erreurs, il faut, sous les mœurs, reconnaître l'opinion publique qui en est le véritable ressort. Je cite à nouveau le chapitre que vous avez sous les yeux. Il est inutile de distinguer des mœurs d'une nation des objets de son estime, car tout cela tient au même principe et se confond nécessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n'est point la nature, mais l'opinion qui décide des choix, de leur plaisir. Redresser les opinions des hommes et leurs mœurs, s'épureront d'elles-mêmes. On aime toujours ce qui est beau et ce qu'on trouve tel, mais c'est sur ce jugement qu'on peut se tromper. C'est donc ce jugement qu'il s'agit de régler. Qui juge les mœurs, juge de l'homme, et qui juge de l'homme, prend sa loi de l'opinion. L'opinion publique diffère donc de la volonté générale en ce qu'elle n'a pas en vue le bien, ou comme dit Rousseau, l'intérêt véritable du peuple, mais ce qui est objet du désir, parce que tenu pour agréable, bon ou honorable. Pour cette raison, elle ne résulte pas, comme la volonté générale, d'un processus cognitif et politique, mais d'un processus social et affectif. On peut dire du législateur qu'il use d'ailleurs des moyens spécifiques à la formation de l'opinion publique pour obtenir un effet analogue à celui de la volonté générale, qui, dans une société connaissante, n'est pas encore formée. L'opinion publique est à la volonté générale ce que le sentiment intérieur est à la raison. Le rapport de l'opinion publique est à la volonté générale, ce que dans la position de Fournier Castorière, par exemple, le sentiment intérieur est à la raison. Sa fonction n'est pas de faire voir au peuple son bien, mais de le lui faire aimer. Cependant, à la différence du sentiment intérieur, qui, jugeant par soi, ne trompe point, l'opinion publique juge par autrui. Quand on ne vit pas en soi, mais dans les autres, ce sont leurs jugements qui règlent tout. Rien ne serait bien bon ou désirable au particulier que ce que le public a jugé tel. Et le seul bonheur que la plupart des hommes connaissent est d'être estimés heureux. C'est pourquoi, livrée à elle-même, l'opinion publique erre. Donc, il y a besoin, la question fondamentale de l'opinion publique, dans la mesure où elle est sociale, précisément, c'est qu'elle peut jouer, je dirais, le rôle d'adjuvant et dans la formation et dans la mise en œuvre de la volonté générale, ou elle peut rigoureusement l'empêcher et l'inhiber. Faut-il voir une disqualification, excusez-moi, dans cette opposition, qui signale la transformation de l'amour de soi en amour propre. Le rapport à autrui, bien sûr. C'est ce que donne à penser la remarque conclusive au sujet des duels. Le tribunal des maréchaux était parvenu à interrompre la pratique des seconds en la taxant de lâcheté. Rousseau dit, mais quand les mêmes édits voulurent prononcer que c'était aussi lâcheté de se battre en duel, ce qui est très vrai, mais contraire à l'opinion publique, le public se moqua de cette décision sur laquelle son jugement était déjà porté. On ne saurait en rester là, et le rôle attribué par Rousseau à l'opinion publique est loin d'être simplement négatif.
Sa disqualification, dans ce cas précis, en opinion commune, montre bien qu'elle peut jouer un autre rôle, porter les citoyens à aimer les lois. La première fonction, je reviens au chapitre de la censure, la première fonction des efforts de Sparte, en entrant en charge, était une proclamation publique par laquelle ils enjoignaient aux citoyens non pas d'observer les lois, mais de les aimer, afin que l'observation ne leur fût point dure. L'opinion publique peut faire obstacle à la généralisation des volontés particulières, elle peut aussi être son puissant auxiliaire. C'est en raison de cette ambivalence qu'agir sur l'opinion publique relève de l'art politique. Les Romains et les Lacédémoniens savaient mettre en œuvre cet art. La lettre à Lambert parle également de l'art de changer l'opinion publique. C'est le principe même de la censure. Faire de l'opinion publique un facteur de respect de la loi et un adjuvant de la volonté générale. Le chapitre suivant, d'ailleurs, attribue un rôle analogue à la religion civile. Faire et aimer la loi pour éviter de recourir à la contrainte. Cette caractérisation de l'opinion publique permet donc d'élucider le passage elliptique dans lequel Rousseau, la fin de la section de la censure, règle les rapports qu'elle entretient avec la loi et les mœurs, et par là désigne sa place exacte dans la constitution politique d'un peuple. Je cite le texte: « Les opinions d'un peuple naissent de sa constitution. Quoique la loi ne règle pas les mœurs, c'est la législation qui les fait naître. Quand la législation s'affaiblit, les mœurs dégénèrent. Mais alors le jugement des censeurs ne fera pas ce que la force des lois n'aura pas fait. Issu de loi, que la censure peut, pour conserver les mœurs, peut être utile pour conserver les mœurs, jamais pour les rétablir. Établissez les mœurs, les censeurs, durant la vigueur des lois, sitôt qu'elles l'ont perdu, tout est désespéré. Rien de légitime n'a plus de force lorsque les lois n'en ont plus. Le problème ici est de comprendre comment la législation agit sur les mœurs, et pour cela de préciser la distinction opérée entre régler et faire naître. Régler les mœurs, faire naître les mœurs. Nous disposons à cet égard d'une indication négative. La législation ne saurait régler les mœurs, puisque les mœurs procèdent de l'opinion, qui ne peut être, on l'a vu, ni commandée ni contrainte. Mais d'un autre côté aussi, nous avons une indication positive. La législation peut, pour orienter l'opinion, en faisant valoir certains objets comme désirables aux yeux du peuple. Nous devons, pour tirer le meilleur parti de cet acquis, d'abord considérer la thèse explicite de ces lignes. La censure par laquelle la politique peut agir sur les mœurs est susceptible d'une action conservatrice, mais ne peut avoir d'effet ni fondateur ni restaurateur. Cette thèse repose sur la distinction entre la volonté générale, qui seule a un pouvoir de législation, la déclaration de la loi, et l'opinion publique, qui peut seulement stimuler l'amour de la loi. S'il en était autrement, l'opinion pourrait prendre la place de la volonté générale et un processus socio-affectif se substituer au processus cognitif et politique de production de la loi. C'est-à-dire très exactement la substitution, je dirais, du populisme à une démocratie. Ainsi, on comprend mieux pourquoi Rousseau refuse de confondre volonté générale et opinion publique. Pour aimer son bien, il faut d'abord le connaître. Tel est précisément le premier objet de la volonté générale. Le second, de connaître son bien, étant d'obliger les volontés particulières. Cet objet, l'opinion ne peut le remplir. L'action conservatrice de l'opinion ne diffère pas seulement de l'acte instituteur de la volonté générale, elle lui est nécessairement postérieure. Mais cette relation d'antécédence, et même dépendance, ne peut signifier une subordination. Parce que l'opinion ne peut relever de l'obéissance, la loi ne peut, en fixant l'opinion, régler les mœurs. S'il fallait préserver la volonté générale de la dénaturation qu'entraînerait sa confusion avec l'opinion publique, entre guillemets le populisme, il faut tous aussi protéger l'opinion publique de la dérive tyrannique que représenterait toute tentative de déterminer les mœurs par la contrainte. Les conditions dans lesquelles l'art politique peut agir sur les mœurs sont ainsi étroitement déterminées. Pour que les mœurs soient conformes à la Constitution, il faut que l'opinion fasse aimer à chacun ce que la loi prescrit. Mais cette conformation ne peut être l'objet d'un commandement. Elle doit être suscitée en agissant sur l'opinion publique, faire désirer ce que l'on doit vouloir. C'est exactement ce que Rousseau désigne par l'expression « faire naître ». Faire naître. Reste à comprendre
comment les opinions d'un peuple naissent de sa constitution et les mœurs de sa législation. Pour ça, je préciserai rapidement la terminologie de Rousseau dans le texte. Le terme constitution ne revêt jamais chez lui le sens du droit constitutionnel postérieur. Tantôt, il insiste sur son sens actif, c'est le moment ou l'acte d'institution d'un peuple, tantôt sur son sens résultatif, c'est ce que la Constitution désigne alors le rapport entre souverain et gouvernement, presque dans un sens médical. Lorsque Rousseau dit que les opinions d'un peuple naissent de sa Constitution, est au premier sens qu'il faut l'entendre. C'est ce que montre le passage parallèle, plus explicite, de la lettre à d'Alembert. Si le gouvernement peut beaucoup sur les mœurs, c'est seulement par son institution primitive. Quand une fois il les a déterminées, non seulement il n'a plus le pouvoir de les changer, à moins qu'il ne change, il a même bien de la peine à les maintenir contre les accidents inévitables qui les attaquent et contre la porte naturelle qui les altère. Il faut donc comprendre qu'en se donnant des institutions, un peuple détermine ce qui sera l'objet de l'estime publique, ou au contraire du discrédit. Et pourquoi, pour parler distinguer les différents systèmes de législation, au livre 2, Rousseau dit la question c'est celle des valeurs qu'on met en avant. Est-ce que le plus important c'est l'égalité? Est-ce que le plus important c'est la liberté? Quel type d'équilibre on a entre les deux? C'est ça qui définit l'esprit de la Constitution, c'est-à-dire qui va déterminer ses mœurs. La législation, suivant le même principe de distinction, désigne l'action de légiférer, l'exercice de la souveraineté, comme dans le titre du livre 2, et le système constitué par les lois, comme dans le chapitre 11 de ce même livre. Or, le système de législation d'un peuple, comme le montre ce chapitre, est ordonné à deux objets essentiels, donc la liberté et l'égalité, et en outre au rapport de convenance, plus ou moins favorable à l'un ou l'autre de ces objets. Si donc la constitution et la législation d'un peuple peuvent faire naître des opinions et les mœurs qui leur correspondent, c'est dans la mesure où elles font de la liberté et de l'égalité l'objet de l'estime publique, et à travers elles, ce que chacun recherchera comme étant le plus désirable, le plus beau et le plus honorable. Cette lecture donc proposée du chapitre de la censure montre pourquoi Rousseau ne pouvait achever la formation de son concept de l'opinion publique que dans le contrat social. Elle y apparaît clairement comme une sorte de réplique de celui de volonté générale. Une réplique du côté du lien social, la sociologie j'ai envie de dire, si ce n'est pas trop anachronique, comme la notion du contrat et sa réplique du côté du droit. Alors, je vais, au fond, peut-être en prendre un peu de champ et conclure en quelques moments sur ce que j'ai cherché à mettre en évidence. C'est qu'il y a chez Rousseau, donc manifestement, et ce chapitre en est de façon, son titre trompeur à cet égard, de façon un peu étrange, il y a à l'œuvre, et bien sûr bien d'autres textes pour le montrer, une véritable réflexion sur la place et le statut de l'opinion, dont, comme je le disais, au fond, elle s'articule sur une réflexion sur les mœurs. Qu'est-ce qui la sous-tend fondamentalement, ce travail sur l'opinion? Je dis encore une fois, une remise en cause très claire de l'anthropologie, en guillemets, dominante des Lumières, en tant qu'elle concerne aussi bien l'individu que qu'elle concerne la société. Au fond, quelle est l'une des thèses fondamentales développées par le second discours? Et on reprend d'ailleurs dans des termes très très voisins et très forts le discours sur l'origine l'essai sur l'origine des langues, c'est pour Rousseau il y a indescriptible qu'il y a entre le développement de la raison, dont il dira dans le premier chapitre de la première version du contrat social qu'elle est la plus tardive des facultés humaines, d'ailleurs son discours le dit à peu près d'un même terme, le développement de la raison et celui des passions. Et l'affirmation que la raison et les passions doivent l'une et l'autre à leur développement, je dirais, autant l'une et l'autre l'une aux autres. Et cette conséquence-là, elle est négative, bien sûr, chez Rousseau. C'est qu'au fond, l'être, dans les deux sens, l'être de la nature est un animal stupide et borné, mais en même temps, il a cette espèce de bonté naturelle qui est de vouloir nuire à personne. L'être civilisé est un être, un homme, un être intelligent et un homme qui produit par l'état civil, mais en même temps, il est, je dirais, simultanément corrompu. Et il est corrompu parce que par le désir de posséder, de dominer, de se faire valoir, par apparence, etc.
ceci, je dirais, ne peut pas aller sans cela. Et donc le problème d'ailleurs n'est pas le problème de rendre légitime, comme il dit, cette situation. Alors pourquoi est-ce que ça importe? C'est que, au fond, il n'y a, ce qu'il met en évidence là-dedans, c'est qu'il n'y a de développement de la connaissance, il n'y a de démarche cognitive possible, je dirais, qu'en tenant compte, en guillemets, des passions qui les favorisent, la dirigent ou pas. Et de ce point de vue-là, l'éducation d'Émile est très clairement, je dirais, de ce point de vue-là, articule une éducation cognitive sur une éducation des affects. C'est très clair, et la maîtrise, en guillemets, des passions est la condition de possibilité à tout moment du développement intellectuel d'Émile. Mais ce qui est dit de l'homme anthropologiquement vaut pour l'anthropologie du corps politique. C'est-à-dire que, très honnêtement, Rousseau dit exactement la même chose s'agissant du corps social. La raison publique, terme qu'il emploie, la volonté générale, je dirais, non seulement n'est pas étrangère, mais n'est pas seule. Il y a, en guillemets, des affects sociaux, il y a des affects de socialité, mais c'est pas simplement, je dirais, cette dualité, mais ils sont dépendants l'un de l'autre. Et là, à la différence, c'est là où ça devient décisif, c'est que pour lui, ce que ça signifie, premièrement, c'est qu'il n'y a de développement d'une rationalité publique, la volonté générale, que si l'on développe les affects de sociabilité, ici pensés généralement sous l'opinion publique, qui permettent précisément aux individus de généraliser leur volonté et qui leur permettent non seulement de reconnaître, d'aimer le bien et de respecter la loi. Et ça, c'est une condition politique. C'est-à-dire que, très exactement, il y a un irréalisme total d'un discours, je dirais, qui voudrait, entre guillemets, se fonder sur une pseudo-rationalité politique qui serait, entre guillemets, la mise à l'écart du patient. C'est une schizophrénie complète. Ce que Rousseau affirme, c'est la conclusion, c'est que précisément, il y a une urgence d'une politique des passions. Une politique des passions sociales, parce que justement, où est la différence, d'une certaine manière? C'est que, disons les choses simplement, quand j'évoquais le rapport entre notre sentiment intérieur, le cœur, et la raison, et le rapport entre l'opinion publique et la volonté générale. La différence fondamentale, je dirais, c'est que si l'on va, d'une certaine manière, le sentiment intérieur, c'est la conscience, a son, je veux dire, sa propre boussole. Il est aimanté vers son propre bien. Il en va différemment. Parce que, et c'est bien pourquoi, parce que ça renvoie ici à quelque chose qui est, je dirais, qui est intérieur et qui est irréductible au développement de la sociabilité. Tandis qu'à l'inverse, l'opinion publique est une réalité sociale. Et comme réalité sociale, elle est entièrement, je dirais, construite. Et par conséquent, elle ne va pas, je dirais, spontanément, et ce n'est d'une certaine façon que sous l'autorité de la volonté générale qu'elle peut précisément avoir une orientation qui contribue à une rationalité publique. Il y a, qu'est-ce qui est l'art politique? C'est celui de développer les affects qui sont propices à la constitution d'une rationalité publique, qui sont propices à la constitution dans chaque individu, dans chaque citoyen, d'une généralisation de sa volonté particulière. Donc l'enjeu ici, je dirais au fond, c'est de qu'est-ce qui définit une politique? On pourrait la définir, c'est le type d'affects sociaux qu'elle produit. Juger une politique, c'est juger quel est le type d'affects sociaux qu'elle produit. Est-ce qu'elle divise? Est-ce qu'elle réunit? Etc. Est-ce qu'elle pousse à... Et quel est le véritable art politique? C'est précisément celui qui consiste à développer les affects sociaux, qui soient des affects de cohésion sociale, qui soient des affects d'adhésion, desquels dépend la possibilité de la constitution d'une rationalité publique, d'une délibération publique, c'est-à-dire dans le langage moderne, d'une démocratie. Je vous remercie.